Merci à vous, Éric Morillo. Et bien sûr, on reviendra sur cet accident, sur ce déraillement de train aux États-Unis dans nos prochaines éditions avec plus d'informations tout à l'heure. Pour l'heure, c'est l'heure de l'interview politique. Je suis toujours entourée des voix de l'info. Emmanuel Soufi du Journal de Dimanche, l'entrepreneur engagé Rafik Smati, l'économiste Thomas Porcher et notre invité politique Sébastien Chenu, député Front National du Nord. Vous entendez, Sébastien Chenu, les critiques à l'encontre du projet d'Emmanuel Macron sur la politique migratoire. On parle d'une politique trop dure, trop répressive. Le défenseur des droits s'inquiète même pour les droits fondamentaux des migrants. Est-ce que vous trouvez que ces critiques sont injustes à l'encontre d'Emmanuel Macron et de son projet ? Non, tout ça c'est de la mise en scène. Tout ça, c'est du blabla, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dit le président de la République. C'est une petite mise en scène savamment orchestrée pour nous faire croire que le président de la République agit. La réalité, c'est que, et nous l'avons vu lors du débat budgétaire, c'est que ce gouvernement n'a pas pris la mesure de ce qui nous attend. Ce qui nous attend actuellement, c'est 250 000 à peu près étrangers qui arrivent sur notre sol par an. C'était la même chose sous Hollande et sous Sarkozy. C'est 300 000 clandestins, chiffre du ministère de l'Intérieur, dit dans l'hémicycle. Et puis, c'est 180 000 migrants. Donc par conséquent, c'est un chiffre considérable de population étrangère et immigrée qui arrive. Un projet de loi qui est durci apparemment. Non, face à cela, la réalité de ce que propose Emmanuel Macron, c'est de la poudre aux yeux. C'est l'augmentation des crédits alloués à l'accueil des migrants, 300 millions d'euros en plus lors du dernier budget que nous avons voté. En tous les cas, nous avons voté contre ces 300 millions d'euros supplémentaires. C'est 7 millions d'euros en moins pour lutter contre l'immigration clandestine. Ça, ce sont les chiffres du budget. Et puis c'est l'explosion du coût des mineurs isolés, qu'avait d'ailleurs indiqué Marine Le Pen, plus 100% en un an, porté par les départements, 2 milliards d'euros par an. Oui, je sais, alors vous allez m'aligner les chiffres, mais sur l'accueil, par exemple, qu'est-ce que vous proposez ? Il faudrait couper encore des budgets dans l'accueil ? Il faudrait couper les aides, les moyens ? Il faut couper les pompes aspirantes. Il faut arrêter de faire croire que notre pays est un Eldorado qui peut accueillir toute la misère du monde. Le droit d'asile est détourné. 96% des déboutés du droit d'asile se maintiennent sur notre territoire. Il y a donc un véritable problème. Et ce ne sont pas les déclarations qui seront en plus édulcorées par le débat parlementaire avec La République En Marche, comme à chaque fois les déclarations d'Emmanuel Macron qui vont y changer quoi que ce soit. Il faut des actes forts. Et de l'autre côté, il faut mener une vraie politique d'aide au développement. Le compte n'y est pas non plus. Ça, c'est l'éternel débat et sujet. C'est un petit peu un serpent de mer, l'aide au développement, même si c'est important. Mais alors, pour comprendre, parce que certains critiquent ce projet de loi qui est à venir, qui serait trop dur, est-ce que pour vous, le modèle, ce serait ce qui se passe en Autriche, puisqu'en ce moment, avec le nouveau gouvernement, ils ont décidé de réduire les aides aux migrants. Est-ce que pour vous, le modèle autrichien est la voie à suivre, notamment sur la question migratoire ? Écoutez, on verra avec le temps si le modèle autrichien porte des résultats. Oui, ça s'esquisse. Pourquoi vous répondez pas Non, mais parce qu'il y a besoin de temps pour mesurer cela. Vous trouvez qu'ils vont trop loin ? Non, je crois qu'ils ont pris la bonne direction. Et j'attends de voir si cette bonne direction, je le dis sans ambiguïté, porte des résultats, je le crois. Donc ils ont pris la bonne direction. Et nous prenons une direction qui n'a rien à voir avec cela. Si vous voulez, on ne peut pas, d'un côté, afficher des déclarations d'intention et ne pas se donner de moyens. Et c'est en fait toute l'ambiguïté d'Emmanuel Macron. C'est qu'il affiche dans tous les domaines des déclarations d'intention et que nous subissons un immense déferlement, le grand déferlement sur lequel il n'est en capacité de rien régler. Mais je note que vous dites que pour l'Autriche, par exemple, où il y a un gouvernement d'extrême droite qui s'est installé, vous dites qu'ils vont dans le bon sens. Est-ce que leurs mots également, Sébastien Chenu, vont dans le bon sens ? Parce qu'eux, quand ils parlent de la crise migratoire, ils la décrivent, je cite, comme une invasion organisée et ils considèrent, je cite encore, que les musulmans sont des gens qui sont impossibles à intégrer. Ils vont dans le bon sens ? Non, moi je leur laisse ces déclarations. Moi je crois que nous avons besoin d'une vraie politique d'assimilation. Quelle différence faites-vous avec l'intégration ? L'assimilation, c'est de ne pas chercher à transporter ici ce qu'on était chez soi auparavant. C'est ça l'assimilation. C'est devenir un véritable Français, accepter les lois de la République. On en est très loin. Et l'État français est incapable aujourd'hui de mener cette politique d'assimilation. En revanche, moi je pense qu'il y a un immense déferlement. Un déferlement des pays du Sud vers le Nord. Ce déferlement est historique, nous amènera, si nous ne prenons pas la mesure de ceci, à des jours et à des lendemains particulièrement douloureux. Qu'est-ce qui explique ce déferlement, selon vous ? Qu'est-ce qui fuit, selon vous, écoutez, l'irresponsabilité de nos gouvernants... Non, mais qu'est-ce qui fuit ? Les gens qui partent. Mais bien sûr les guerres, mais l'irresponsabilité de nos... les guerres, donc il y a quand même... Il y a quand même une part de réfugiés. Laissez-moi deviner, les guerres parce que nos gouvernants ont déstabilisé ces pays-là. Oui, ça c'est l'histoire de la poule et l'œuf. Non, mais nos gouvernements, Nicolas Sarkozy a déstabilisé ces pays-là. Donc il est co-responsable d'une partie de cela. Ensuite, il y a toute l'immigration économique. Et à partir du moment où vous êtes un pays qui est perçu
comme un Eldorado dans lequel il est beaucoup plus facile de vivre. J'entends encore aujourd'hui des reportages sur des immigrés qui ne sont pas dans des situations de guerre et qui viennent simplement pour pouvoir économiquement s'en sortir et renvoyer de l'argent dans leur pays. Eh bien, écoutez, tant qu'on acceptera ça, eh bien, on créera les conditions d'un choc le Front culturel et National aux manettes. civilisationnel. Qu'est-ce que vous faites? Par exemple, nous avions un invité tout à l'heure qui était à la tête d'une association, SOS Méditerranée, et lui, il se bat pour sauver ces migrants en mer. Mais ceux qui arrivent, ceux qui sont là, qu'est-ce que vous en faites? Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut empêcher qu'ils arrivent avant de prendre. Non, mais c'est avant de prendre le sujet. Il faut donc régler la situation en Libye. C'est un vaste défi. Il faut des frontières. Il faut un contrôle des frontières. Pour contrôler des frontières, des frontières, c'est pas des barbelés. Ça permet de savoir 90% des pays du monde ont des frontières. Ça permet de savoir qui entre et qui sort. Et c'est bien utile. C'est un filtre. Il est bien utile et il permet également de responsabiliser ceux qui sont de l'autre côté de la frontière. Il faut sortir de Schengen, ça me semble nécessaire. Il faut une véritable politique d'aide au développement. Je le dis parce que j'ai vu encore là, lors du débat budgétaire, les crédits de l'aide au développement baisser. On est à 0,3% du PIB. Nous, notre proposition, c'était 0,7% du PIB. Alors, c'est un chiffre, mais ça veut dire que c'est là-bas qu'il faut régler les problèmes. Et puis, dans les cas que vous venez de citer, il faut créer des hotspots. Je note que le président de la République en avait parlé. Rien n'a été fait. On va laisser les voix de l'info poser quelques questions sur ce sujet. Rafik Smati. Oui, en fait, j'avais une question sur un sujet un petit peu plus large en réalité. C'est que à chaque fois qu'on vous entend parler, vous êtes sur les sujets des migrations, vous êtes sur les sujets d'Europe. C'était mes questions. Oui. Est-ce Je peux vous que, parler d'autre chose. est-ce que vous, dans les sujets importants que vous portez, il vous arrive d'être positif sur un sujet et de ne pas être sur les peurs que vous attisez, parce que là vous êtes en train d'attiser des peurs c'est quelque pas une peur, part. vous savez, moi je suis élu d'une circonscription, la ville-centre de Nain, 20 000 habitants, dans laquelle il y a un repli communautaire fort, mais il y a aussi la présence de 1500 populations roms dans cette ville. Ça crée un climat particulier, que vous le vouliez ou non. Donc je n'attise pas des peurs, j'ai été élu, ils étaient déjà là, et ça fait 30 ans que la situation se dégrade dans cette ville, qu'on cumule le chômage, l'insécurité, le repli communautaire, et que là il y a maintenant 1500 Roms en plus. Donc si vous voulez, on s'attaque avec l'État, je le dis, parfois l'État localement, les sous-préfets, etc., sous la pression des élus, de l'élu FN que je suis par exemple, eh bien, acceptent de s'attaquer à tout cela. Ce n'est pas assez. Donc ce n'est pas l'idée du fantasme. Sur l'aspect positif, moi je crois que la nation, si vous voulez, c'est un formidable instrument pour conquérir le monde, pour porter sa culture, pour aller à la conquête économique du monde, pour le faire rayonner. C'est pas simplement un outil de repli. Moi, je ne vends pas le village d'Astérix qui se replie sur lui. Je considère que l'identité est importante. Vous vendez quand même des frontières réelles, parce que c'est en utile. place, C'est un outil utile. Et je vous le dis, une frontière, ça permet de prendre en considération aussi celui qui est de l'autre côté de la frontière. De dire, tu ne me ressembles pas, je te prends en considération. C'est ça aussi une frontière. Il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif. Tu me ressembles uniquement. pas, c'est-à-dire en termes de citoyenneté. Eh bien, tu as ton histoire, ton univers, ton héritage, etc. Tu es un autre, je suis un autre. Nous pouvons faire des choses ensemble, mais nous avons chacun notre espace. C'est intéressant ce que vous dites, mais si l'autre vient en France, il doit gommer toutes ces différences, il doit oublier sa culture, il doit oublier son héritage et son passé. S'il veut y demeurer, profiter de ce que la France lui apporte, oui, il doit faire un effort et s'assimiler. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, des parents, des ascendants originaires d'autres pays? À ma connaissance. Donc vous n'avez pas eu besoin de gommer quoi que ce soit? Non, je suis désolé. Non, c'est une question, ne vous excusez pas. M'excuser d'être français. C'est une vraie question parce que souvent quand on demande les choses, c'est bien de savoir si vous-même vous les avez vécues. Non, mais écoutez, je suis français, j'en suis fier et je pense qu'il y a des populations qui ont montré combien elles étaient en capacité de s'assimiler. Lesquelles? Est-ce qu'il y en a qui s'assimilent mieux que d'autres? Des populations espagnoles, italiennes, etc. Par la force du travail, se sont assimilées parce que notre pays avait les capacités assimilatrices. Est-ce qu'il y en a qui s'assimilent mieux que d'autres, selon vous? Dans l'histoire, oui, nous avons eu des populations étrangères qui se sont très bien assimilées. Aujourd'hui, nous avons des populations qui, à travers un repli confessionnel ou cultuel, peuvent ne pas s'assimiler. Vous parlez de qui? Il y a un certain nombre de populations. Lesquelles, puisque vous les pointez du doigt? Venues d'Afrique, par exemple, ou venues de pays arabes, qui ont du mal à s'assimiler, évidemment, parce qu'elles se considèrent d'abord comme des populations porteuses d'une culture différente et qui ne visent pas à s'assimiler, mais qu'elles veulent conserver sur le territoire et le faire vivre. On dirait qu'il y a un projet politique derrière leur venue en France, c'est le cas? Je ne sais pas s'il y a un projet politique. Je crois que le projet qu'il y a d'abord, il était d'abord économique. C'est se dire qu'on va vers un pays qui donne les moyens de pouvoir gagner un peu plus d'argent que là où on est. Vous parlez de déferlement, juste un petit chiffre et une toute petite question. On devait en accueillir 20 000 suite au plan européen décidé en 2015. On en a accueilli à peu près 4 700. Ça fait loin, même très très loin. On a 13 000 communes en France, donc ça fait nettement moins qu'un par commune en France. Est-ce que l'accueil de populations en danger ne fait pas partie des devoirs de la France, des valeurs fondamentales de la République? Ça c'est le droit d'asile pour des populations qui sont en danger. Oui, mais mais le droit d'asile à partir du moment où il n'est pas détourné.
où il n'est pas détourné. Aujourd'hui, le droit d'asile est détourné. Vous le savez bien d'ailleurs, comme Marine Le Pen disait elle-même, dans les filières d'immigrés et de réfugiés, il y a parfois des djihadistes. Eh bien, ça a été prouvé. Si vous voulez, à partir du moment où le droit d'asile est détourné, eh bien, il perd de sa substance. Eh bien, la France, en réalité, perd également de sa capacité d'accueil et de son aura en ce domaine-là. Moi, je crois que c'est trop facile de dire, oui, mais on a de la place, on peut accueillir beaucoup de gens. Vous savez, il y a beaucoup de Français. Moi, la première demande que j'ai dans mes permanences, c'est la demande de logement. Alors, qu'est-ce que je dis aux gens qui attendent des logements depuis des années? Faites de la place. Faites de la place parce que 30 000 réfugiés arrivent et que dans ces 30 000 réfugiés... 30 000, c'est 4 000, monsieur. Oui, en tous les cas, le quota, c'est 30 000. Vous l'avez Alors, rappelé la vous-même. question de Thomas Le quota, Porcher. c'est 30 000. Vous parlez de la culture française, mais c'est quoi la culture française pour vous? Vous ne pensez pas qu'elle pu évoluer justement avec des origines diverses Non, parce que quand vous parlez de culture française, quelle image vous avez de la culture française? C'est quoi exactement? Parce qu'elle évolue. Vous le savez très bien, c'est un très large débat. La culture, comme n'importe quel élément vivant, évolue, c'est évidemment une réalité. Mais la culture française, c'est ce qui nous permet de nous reconnaître comme tel. C'est un élément de notre définition, de ce qu'est notre pays. La culture française... Mais où vous fixez ces limites? Elles ne sont pas objectives, ces limites. Mais bien sûr, mais ce n'est pas un héritage, c'est un ressenti. Vous savez très bien que d'ailleurs, quand on écoute un musicien français, d'ailleurs dans les plus modernes, j'allais dire, il y a une spécificité française. On parle de la French Touch à travers le monde, pour prendre quelque chose de particulièrement moderne. Eh bien, ça veut dire qu'on reconnaît à travers le monde qu'il y a une spécificité française. C'est peut-être impalpable, mais vous savez très bien ce que c'est au fond de vous-même. Vous le savez très bien. Eh bien, cette culture française, elle s'est construite, elle continue de vivre, et elle est en capacité d'assimiler, pour peu que certains veuillent s'assimiler. Oui, mais toute la question est de savoir, parce que la France est un pays qui n'est pas figé, c'est un pays en mouvement. Et vous savez que nous portons le nom de nos envahisseurs, les Francs. On ne s'appelle pas la Gaule, on s'appelle la France. Et quelque part, ça veut dire que nous sommes en mouvement. Et est-ce que vous avez conscience de ça? Et est-ce que vous êtes prêt à accepter et accompagner ce mouvement? Non, mais moi j'adore ce débat, mais je veux dire, il faut un moment prendre en considération ce que nous sommes aujourd'hui. Nous n'avons plus de force assimilatrice réelle. Nous sommes avec un chômage endémique. Nous avons une crise du logement incroyable. Nous avons 9 millions de pauvres sur notre territoire. Comment voulez-vous continuer à accueillir toute la misère du monde, pour reprendre une phrase Sébastien qui Chenu, fait qu'est-ce Flores? que vous avez retenu de l'interview ou de l'entretien hier avec le président de la République, Emmanuel Macron? D'abord, moi j'ai une pensée pour Laurent Delahousse, qui doit avoir mal aux genoux aujourd'hui. Vous avez Parce pensé qu'être à de genoux pendant l'interview? 40 minutes, Je ça parle doit à un pas être responsable confortable. politique, j'aimerais bien avoir une réponse politique. Non, mais en réalité, une mise en scène, savamment orchestrée, pour dire des choses assez banales. Il y a eu beaucoup de lieux communs durant cette déclaration, mais finalement assez peu de fond. Les problèmes qui intéressent les Français au premier lieu, le chômage, la sécurité, le logement, la santé, des problèmes réels auxquels sont confrontés. Vous savez qu'aujourd'hui, ont été annoncées 800 suppressions d'emplois par l'État dans les hôpitaux à Marseille. Eh bien, rien de cela n'a été évoqué par le président de la République. Alors j'entends qu'il voulait peut-être parler de politique étrangère ou d'environnement, c'est certes important, mais je crois qu'il est passé à côté. Merci d'avoir été notre invité, Sébastien Chenu, et merci aux Voix de l'Info, Emmanuel Soufi, Rafik Smati et Thomas Porcher. On se retrouve comme d'habitude avec plaisir demain, 17h, 19h, les Voix de l'Info, vos débats d'actualité, des invités politiques et puis évidemment les JT sur l'actualité du jour. Restez avec nous, à suivre c'est Laurence Ferrari pour Punchline. Belle soirée.